Chers amis, bonjour, Parashat Trouma, Parashat dans laquelle on va essayer de comprendre quelle est la symbolique du Mishkan, du tabernacle, et celle dans laquelle on peut apprendre au niveau de l'éducation. Alors, pour introduire, on va dire la chose suivante, c'est qu'il existe, on va dire comme ça, deux grands types d'instituteurs, d'enseignants, et on va dire deux grands types de parents. Lorsque je parle bien entendu d'instituteur, c'est la même chose vis-à-vis des parents. C'est-à-dire celui qui va donner l'exemple, enseigner. On a le premier cas d'instituteur qui, très rigide, garde le cap. Il sait où il va. Il change pas d'un iota. Rien ne le trouble. Même si après des années, les choses changent, il continue sur ce même cap. Même si parfois les idées, même si parfois les élèves ont changé, il continue avec le même cap. On peut penser que, effectivement, c'est très bien. Effectivement, la classe, elle peut être comme ça ordonnée. Mais en fait, ça peut être très destructible pour un enfant. Pourquoi? Tout simplement, moi j'appelle ça l'éducation linéaire. À savoir que cet enseignant-là est robotisé. Tout devient mécanique. J'ai l'habitude, ça fait des années, je suis rodé. Et rien ne m'empêchera de donner mon cours. C'est comme ça, et ça sera comme ça. Effectivement, dans un cas pareil, le cours devient monotone, souvent. Et surtout, c'est qu'il provoque un manque de relation. Le relationnel avec l'enfant disparaît. L'enfant ne se retrouve plus. L'enfant, il change avec le temps. Les générations changent. Lorsqu'on garde la même façon de voir il y a 30 ans avec notre génération et on ne veut pas changer, évidemment, on est en décalage avec l'esprit du temps, avec l'esprit des jeunes, de la jeunesse. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant se replie sur lui-même. Ça, c'est un cas. On a l'autre cas, qui est un cas inverse. Ce sont ces enseignants-là, ces instituteurs, qui n'ont pas la force d'affronter, on va dire comme ça, les problèmes. Ils ont une faiblesse de rigidité face aux enfants. Ils sont pas stables. Et donc, du coup, ils cachent leur jeu pour ne pas avoir à donner des comptes, par exemple, aux parents. Certains enseignants vont dire que tout va bien. Votre enfant, c'est vraiment un grand tzaddik qui est étudiant, alors qu'en fait, franchement, il est très faible. Mais il ne veut pas se mettre sous la tête le problème des parents. Alors, ce sont ce genre de personnes qui solutionnent les problèmes rapidement, en surface, en cachant bien, justement les problèmes en dessous. Tout paraît beau, à l'extérieur, tout est bien, le beau sourire, mais en fait, à l'intérieur, on enlève et on voit les scories, on voit toutes les saletés, on voit toutes les problématiques que l'enfant va malheureusement dévoiler au cours de sa scolarité, au cours de son développement, quelques années plus tard. Alors, ces deux comportements-là, malheureusement, ils se trouvent, on va dire comme ça, souvent sur le terrain. Dans les écoles, chez les enseignants donc, et aussi parmi les parents, bien entendu. Alors, évidemment, ce sont des comportements qui sont inaptes au développement d'un enfant. Comment doit-on arriver à, on va dire comme ça, à une qualité meilleure d'enseignement, à jumeler, on va dire peut-être les deux. Pour cela, et justement, on va se référer à la construction du Mishkan. Alors, la Torah nous dit la chose suivante. Daber el Ben Israël, tu vas parler au Ben Israël, bikrou li trouma. Vous allez prendre pour moi, donc une trouma, un don. Met kol ish, parmi tous les Ben Israël, Asher et Benou Libo, dans lequel ils ont l'envie de donner, Tikrou et Troumativ, on va ma trouma.
Les autres, la trauma, achat tigre, voici la trauma dans là que vous allez prendre. Mitam, donc quoi? Zaav, de l'or, Kesef, de l'argent, on est rochette et du bronze. Au trelet de vergaman, du bleu d'azur, du pourpre, etc. Ça, c'est parmi les tissus. Vorot et de la peau, et les ma'adanim, vorot techashim, et de la peau de techashim sur certains animaux qu'aujourd'hui on ne trouve plus. Ve atse shitim, et du bois, on va dire comme ça, du bois de cèdre, atse shitim. Lorsque l'on voit la construction du Mishkan, du tabernacle entre autres, de Aaron, l'arche sainte, on va dire comme ça, on voit que ce qui revient souvent comme matériel, c'est l'or et le bois. Alors, pour ça, alors il faut comprendre. Les produits donc utilisés sont le bois et l'or, et ce mélange-là, d'après ce que l'on voit dans la Torah, c'est ce qui a permis surtout de faire le Mishkan, et c'est ce qui peut nous enseigner à nous comment construire une classe, comment construire une maison au niveau de l'éducation. L'or et le bois, quels sont ces deux matériels? Alors, le Rav Shimshon, Raphaël Hirsch, nous dit la chose suivante, quelque chose d'extraordinaire, et il nous explique comme ça. L'or représente justement la situation parfaite. On va dire comme ça, la pureté, la beauté, la rigidité d'un côté, mais comme c'est pas assez dense, au contact de la chaleur, on va être capable de l'assouplir, ce matériau, et de lui donner une certaine forme, et lorsqu'il va refroidir, il va garder toute sa rigidité avec la forme qu'on lui a donnée. Donc à l'intérieur de l'or, il y a cette capacité d'être rigide, mais en même temps d'être souple. On a de l'autre côté le bois, Atse Shittim. C'est pas n'importe quel bois. Le bois Shittim, cèdre. Ce sont des arbres qui sont continuellement en développement, en croissance, qui grandissent très haut. Et le Rav qui explique justement qu'à travers ces deux matériaux, le Mishkan, le temple, donc a été construit. Le Aaron à Kodesh, le tabernacle donc et l'arche sainte ont été construits. Et donc, il est possible, si vous voulez, que grâce à ces deux forces-là, grâce à ces deux matériaux-là, eh ben, le Ham Israël, c'est le Ham Israël qui tient. C'est-à-dire, c'est que la destruction Chazé Shalom du Beth Amikdash, du temple ou du Mishkan, n'est possible que si finalement l'une des forces n'a pas rempli son rôle. À savoir, lorsque par exemple, au niveau de Atse Shittim, eh ben, l'arbre ne s'est pas développé complètement. Ou simplement que l'or, par exemple, a perdu de sa rigidité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au niveau de l'éducation, on a besoin de ces deux choses-là. Être capable de garder le cap. Ce qu'on appelle en hébreu mishmat, c'est-à-dire, vous savez, on a ce genre de situation, par exemple, vous êtes dans un magasin, vous êtes avec votre petit comme ça, et vous êtes en train de faire des courses, et tout d'un coup, le petit dit, papa, je veux, ou maman, je veux ce paquet de biscuits au chocolat, etc. Et vous dites, bon, après on verra, c'est pas maintenant, et dans votre tête, vous dites, d'abord il est très cher, et puis, de toute façon, c'est des calories, ça sert à rien, je vais faire moi des gâteaux, peu importe. Mais il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas envie d'acheter ce gâteau, ce paquet de gâteaux. Et votre fils, il est en train de vous tirer les habits, papa, maman, je veux, il commence à faire une crise. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous regardez d'abord tout autour de vous, chut, arrête, mais c'est honteux ce que tu fais. En fait, c'est honteux pour vous parce que vous avez honte de voir, les gens vont dire, oh, il a un enfant, il est insupportable, votre enfant. Vous n'avez pas envie d'entendre ce genre de remarques. Donc vous êtes là à dire, tais-toi, à la maison, je te donne un choc, arrête. Mais comme il continue, vous avez deux façons de lâcher. Ou bien vous cédez, c'est la façon la plus simple de dire, je suis tranquille, mais en fait, vous n'aurez rien gagné. Ou alors, vous êtes ce qu'on appelle mishmat, vous êtes rigide, il est hors de question que je t'achète. Tu peux monter jusqu'au ciel, tu peux pleurer, tu n'auras rien. Évidemment, cette rigidité,
cette façon d'agir, c'est la meilleure. Alors, pourquoi? Vous allez à la maison lui donner ce qu'il a besoin. Vous allez lui dire, mais t'inquiète pas, à la maison, non, mais je veux ce gâteau. Il est hors de question. À la maison, je te donne ce que tu veux. Ici, je n'achèterai pas ce paquet de gâteaux. Vous allez inculquer à l'enfant cette notion de respect, de savoir écouter, et l'autre chose, de savoir aussi être souple et de lui donner, puisqu'il a été capable d'écouter, de lui donner en contrepartie, bien entendu, quelque chose à la maison. Mais quoi qu'il en soit, c'est de faire attention à l'enseignant, justement, qu'il soit sans arrêt attractif, c'est-à-dire ne pas remettre, on va dire comme ça, en question cette ambition d'évoluer, de grandir. Le cèdre, sans arrêt, il a cette capacité à grandir, grandir, grandir. Donc, ne pas enlever cette ambition aux enfants de vouloir grandir. L'autre chose, bien entendu, comme on a dit, c'est d'être ferme lorsque l'on dit quelque chose. On ne revient pas sur ce qu'on a dit. Par contre, effectivement, on peut accepter et jouer un autre rôle de souplesse pour d'autres choses. À savoir, maintenant tu dois finir tes devoirs, il est hors de question tu ne joueras qu'à partir du moment où tu auras fini. Sans s'énerver, c'est clair et net. C'est ça la fermeté. L'enfant, il va apprendre que finalement, lorsque les parents ou l'enseignant, il parle, on est obligé de faire avec. Ce qui va lui permettre dans la vie de savoir qu'il y a des lois et qu'on ne peut passer outre les lois et les respecter. Si aujourd'hui, les gens ne respectent plus, c'est parce qu'on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire d'enseignants ou de parents qui sont laxistes, c'est-à-dire qui permettent aux enfants, j'ai pas envie de me prendre la tête avec mon fils, j'ai pas envie de me prendre la tête avec mon élève, fais ce que tu veux. Le problème, c'est que lorsqu'il grandit, ils font ce qu'ils veulent et on en arrive à, malheureusement, l'anarchie. Je vous souhaite Shabbat Shalom. À bientôt.